Vladimir Poutine, l'énigmatique et influent dirigeant de la Russie, n'est pas seulement connu pour ses prouesses politiques, mais aussi pour les techniques remarquables employées par ses fidèles gardes du corps. Des techniques de combat inégalées aux technologies de pointe, ces gardes du corps se donnent un mal fou pour assurer la sécurité de l'une des personnalités les plus en vue au monde. Restez avec nous et plongez dans l'univers des gardes du corps de Vladimir Poutine en découvrant les tactiques étonnantes et apparemment insensées qu'ils emploient pour protéger leur chef. L'équipe de garde du corps d'1 milliard de dollars. Dans le monde de la politique internationale, la sécurité des dirigeants d'une nation est primordiale. Vladimir Poutine, l'éternel et influent président de la Russie, ne fait pas exception à cette règle. Son service de sécurité personnelle est une force avec laquelle il faut compter, car il utilise une série de techniques et de stratégies aussi impressionnantes qu'efficaces. Au cœur du dispositif de sécurité de M. Poutine se trouve le Service fédéral de protection, également connu sous le nom de FSO, et le Service de sécurité présidentielle, ou SBP, en abrégé. Ces deux agences sont la pierre angulaire de la sécurité personnelle de M. Poutine et travaillent à l'unisson pour veiller à ce que tous les aspects de sa sécurité soient méticuleusement couverts. Le FSO, responsable de la protection des hauts fonctionnaires, joue un rôle crucial dans la sécurité de M. Poutine. Il s'agit de personnes hautement qualifiées, prêtes à tout pour protéger les personnes dont elles ont la charge. Le FSO est le successeur de la 9e direction du KGB de l'ère soviétique, qui était chargée de la protection des dirigeants du Parti communiste. Le SBP, quant à lui, est une unité du FSO, qui se consacre spécifiquement à la sécurité personnelle du président et du Premier ministre de Russie, de leurs familles et de leurs résidences respectives. Le FSO compte environ 50 000 agents en uniforme, ainsi que plusieurs milliers de personnes en civil, tandis que le SBP en compte environ 2500. Les agents du FSO et du SBP sont sélectionnés parmi les meilleurs diplômés des académies militaires ou des unités des forces spéciales, qui comprennent des professionnels de plusieurs services de renseignement, tels que le GRU, qui contrôle le service de renseignement militaire, le FSB, la principale agence de sécurité de la Russie, et le SVR, l'agence de renseignement extérieur de la Russie, qui se concentre principalement sur les affaires civiles. Tous les gardes du corps de Poutine sont soigneusement sélectionnés pour leurs qualités spécifiques, telles que leur capacité à gérer des situations de haute pression, leur endurance physique et leur capacité à supporter le froid extrême et à rester au frais dans des conditions de chaleur. En outre, ces agents ont accès à des équipements et des technologies de pointe, telles que des voitures blindées, des hélicoptères, des drones, des dispositifs de brouillage, etc. Et pour s'assurer que ces gardes du corps sont au meilleur de leur forme et de leur santé, ils sont généralement remplacés lorsqu'ils atteignent l'âge de 35 ans. Toutefois, ceux qui ont servi avec distinction peuvent recevoir des récompenses sous la forme de nominations prestigieuses en tant que gouverneurs régionaux, ministres fédéraux, commandants des services spéciaux ou administrateurs présidentiels. Cette récompense qui attend ces hommes qui risquent leur vie pour le président ne manque pas de les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes tout en s'assurant de leur loyauté. Ou bien, est-ce le cas? Nous y reviendrons dans une minute. L'un des aspects les plus remarquables des opérations de sécurité de Poutine est la façon dont ils se répartissent en équipe. Cette division du travail permet une couverture et une efficacité maximale. Les équipes sont organisées pour gérer les différents aspects de la sécurité de Poutine, tels que la protection rapprochée, la collecte de renseignements et la contre-surveillance. Cette division stratégique garantit qu'il y a toujours un effort bien coordonné en place pour dissuader les menaces potentielles. La protection rapprochée est au cœur de l'action. Le cercle le plus restreint des gardes du corps de Poutine, souvent appelé « groupe spécial », est une unité redoutable. Ces personnes sont triées sur le volet pour leurs aptitudes exceptionnelles au combat, leur forme physique et leur loyauté sans faille. Ils suivent un entraînement rigoureux et sont rompus à divers arts martiaux, au tir et aux opérations tactiques. Cette équipe d'élite est toujours aux côtés de Poutine, prête à répondre instantanément à toute menace. En fait, cette équipe, que l'on peut aussi appeler Team One, est prête à sacrifier sa vie pour lui. Il dispose d'un équipement spécial pour le protéger des balles, des bombes ou des couteaux. Des parapluies en Kevlar et des valises pouvant servir de barrière font également partie de leur arsenal habituel. Cette équipe n'hésiterait pas à abattre tout agresseur avec ses puissants pistolets SR1 Vector de 9 mm, capable de tirer 40 balles par minute et de percer n'importe quelle armure. La deuxième équipe de garde du corps de Poutine est son épée cachée. Ce sont les gardes secrets qui se mêlent à la foule. Avec cette équipe, le président a très peu de chances d'être confronté à un quelconque danger, car les gardes scrutent constamment les environs pour détecter tout signe de trouble. Ces gardes portent également des vêtements formels pour se fondre dans la masse et agissent de manière décontractée lorsqu'ils patrouillent. S'ils remarquent quoi que ce soit de suspect, ils isolent et arrêtent rapidement la personne avant qu'elle ne puisse causer le moindre dommage.
Outre ces différents niveaux de sécurité, une troisième équipe est chargée de protéger le périmètre de Vladimir Poutine lors des événements publics. Positionnée juste à l'extérieur de la foule, cette équipe veille à ce qu'aucun individu suspect ne s'approche du président. Leur travail méticuleux constitue la première ligne de défense pour empêcher efficacement les attaquants potentiels d'atteindre Poutine. Dernier cercle de protection, la quatrième équipe est composée de tireurs d'élite bien entraînés, positionnés stratégiquement sur les toits. Ces tireurs d'élite restent en permanence prêts à intervenir, le regard fixé sur toute menace perçue. Cette équipe de tireurs d'élite ajoute une couche supplémentaire de sophistication à l'appareil de sécurité de Poutine. La précision et l'expertise de ces tireurs d'élite ont un effet dissuasif puissant sur les assaillants potentiels, qui n'envisagent même pas d'attaquer. La technique des gardes du corps de M. Poutine ne s'arrête pas là. En effet, au-delà de la protection rapprochée, d'autres équipes sont chargées d'assurer la sécurité du cortège présidentiel, de ses résidences et de ses apparitions publiques. Par exemple, en cas d'attaque, les gardes du corps supplémentaires mettent rapidement en place un plan d'extraction pour éloigner Poutine de la zone dangereuse. Pour un président qui ne ménage pas ses efforts pour assurer sa sécurité, il n'est guère surprenant que le protocole de sécurité de M. Poutine comprenne un convoi blindé conçu pour une évacuation rapide. Ce convoi fortifié est équipé pour le transporter rapidement en lieu sûr et compte de nombreux militaires armés d'AK-47, de lance-grenades anti-chars et de missiles anti-aériens portables. De plus, la limousine personnelle de Poutine est une formidable forteresse, car les bombes et les balles ne peuvent rien contre elle. Le président de la Russie dispose également d'un personnel informatique très expérimenté à son service. Ces gourous de la technologie, en collaboration avec l'équipe de sécurité, utilisent des technologies de pointe pour la surveillance, la communication et l'évaluation des menaces. Ils se donnent également la peine d'inspecter les zones où Poutine se rendra des mois à l'avance, dans le seul but de détecter les activités criminelles et même les risques de catastrophes naturelles. En d'autres termes, ce n'est pas seulement la force brute, mais une combinaison de renseignements, de stratégies et de technologies qui permet à Poutine de rester en sécurité. La coordination entre ces équipes est tout simplement impeccable. Elles communiquent par des canaux cryptés, partageant constamment des informations et des mises à jour. Le FSO et le SBP travaillent en tandem pour analyser les menaces potentielles et adapter les mesures de sécurité en conséquence. Ce niveau de précision et de collaboration est essentiel dans un monde où les risques de sécurité évoluent sans cesse. En outre, la sécurité de M. Poutine ne se limite pas aux frontières de la Russie. Lorsqu'il se rend à l'étranger, ces équipes de sécurité travaillent en étroite collaboration avec les forces de l'ordre et les services de renseignement locaux afin de garantir une protection sans faille. Elles vérifient également les lieux d'hébergement du président. N'oublions pas non plus la technique de la doublure corporelle que le président russe utiliserait de temps à autre selon la rumeur. Bien que cette rumeur ait été démentie, les gens n'ont pas pu oublier que Vladimir Poutine, habituellement stoïque, a rompu son protocole lorsqu'il a serré des mains et pris des selfies avec la foule lors de sa visite dans la région du Daghestan. Il est même allé jusqu'à embrasser une jeune fille sur la tête. Cependant, l'une des mesures de sécurité que l'on ne peut nier est que Poutine prend des précautions supplémentaires en demandant à quelqu'un de goûter sa nourriture avant qu'il ne la mange, afin de s'assurer qu'elle est saine et qu'elle n'est pas empoisonnée. L'un des principaux atouts des agents du FSO et du SBP est leur proximité avec le président. Non seulement ils le protègent des menaces physiques, mais ils l'accompagnent également dans ses déplacements, ses réunions, ses événements, ses activités sportives et même ses affaires personnelles. Le temps important que ces gardes du corps passent avec lui leur permet de comprendre sa personnalité, ses goûts, ses habitudes, ses sentiments et ses intentions. Cette proximité au fil du temps contribue également à l'établissement d'une relation solide et d'une confiance mutuelle entre eux. Il va sans dire que l'expertise et l'efficacité des agents du FSO et du SBP dans la protection de Vladimir Poutine ont été démontrées par de nombreux incidents critiques. Par exemple, en 2002, alors que Vladimir Poutine était en visite en Azerbaïdjan, ils ont réussi à déjouer un complot d'assassinat ourdi par un Irakien dans le but d'assassiner le dirigeant russe. Il s'est avéré que l'homme avait des liens avec l'Afghanistan et des groupes rebelles tchétchènes, et qu'il avait été pris en train de tenter de livrer des explosifs à un co-conspirateur présumé. La même année, leur diligence et leur rapidité d'action ont permis d'éviter un autre complot orchestré par un groupe de personnes déguisées en réparateurs. Selon un rapport, une cache de 40 kg d'explosifs prêts à exploser a été découverte le long de l'itinéraire habituellement emprunté par le dirigeant russe. Cependant, 1 heure plus tard, les bombes ont mystérieusement disparu et le véhicule de M. Poutine a été immédiatement redirigé. L'année 2012 a également été marquée par une autre réalisation remarquable. Les médias se sont intéressés au ressortissant tchétchène Adam Osmaïev, qui aurait des liens avec le Royaume-Uni. Sa notoriété provient d'un prétendu complot d'assassinat de Poutine qui avait été intercepté. Les forces spéciales ont appréhendé Osmaïev dans le port ukrainien d'Odessa,
sur la mer Noire, et son apparition dramatique à la télévision russe a suivi, au cours de laquelle il a été amené à faire de prétendus aveux. En outre, les agents du FSO et du SBP ne se concentrent pas uniquement sur les menaces extérieures. Ils ont également été impliqués dans la gestion des défis internes. Ils ont joué un rôle dans la répression des manifestations antigouvernementales et dans l'arrestation de militants de l'opposition et de journalistes qui représentaient un défi potentiel pour le régime de Poutine. Ce rôle multiforme souligne leur dévouement inébranlable à la protection de Poutine et à la préservation de la stabilité du gouvernement russe. En ce qui concerne la protection du président et la préservation de la stabilité du gouvernement russe, il existe un autre organisme, ou plutôt une armée privée d'1 milliard de dollars, qui se tient prête à répondre à l'appel de Vladimir Poutine. Il s'agit du groupe Wagner, une armée privée milliardaire. Le groupe Wagner est une société militaire privée russe qui a été impliquée dans divers conflits à travers le monde, souvent au service des intérêts du Kremlin. Elle a été fondée en 2014 par Yevgeny Prigojine, un riche homme d'affaires et un proche allié du président russe Vladimir Poutine. Prigojine était connu comme le chef de Poutine parce qu'il fournissait des services de restauration pour le Kremlin et d'autres événements d'État. Il dirigeait également un réseau de médias, de fermes à trolls et de consultants politiques qui auraient interféré dans des élections étrangères et diffusé de la propagande pro-russe. Le premier commandant sur le terrain du groupe Wagner était Dmitri Utkin, un ancien officier des forces spéciales russes, également connu sous le nom de Spetsnaz. Il aurait nommé le groupe d'après son indicatif radio, inspiré par son admiration pour le compositeur allemand Richard Wagner, qui était aussi le compositeur préféré d'Adolf Hitler. Utkin et nombre de ses hommes avaient auparavant servi dans le corps slave, une autre compagnie de mercenaires russes qui a combattu en Syrie en 2013, mais a été vaincue par les militants de l'État islamique. Prigojine a assumé le rôle public de figure de proue de Wagner et a souvent été désigné comme son chef. Cependant, n'ayant pas de formation militaire, il est rapporté qu'il s'est appuyé sur Utkin pour superviser les opérations militaires de Wagner. Le groupe Wagner est apparu pour la première fois en 2014, lors de l'annexion de la Crimée par la Russie et du conflit qui s'en est suivi dans l'est de l'Ukraine. Le groupe a soutenu les forces séparatistes pro-russes du Donbass contre l'armée ukrainienne et a participé à plusieurs batailles, telles que Debaltsev et Bakhmout. Cette armée a également opéré en Syrie, où elle a aidé le régime du président syrien, Bachar el-Assad, contre divers groupes rebelles et l'État islamique. En Syrie, le groupe Wagner a participé à certains des combats les plus intenses, comme les batailles pour Palmyre, Deir ez-Zor et Kacham. Le groupe a étendu ses activités à l'Afrique, où il a fourni des services de sécurité, de formation et d'exploitation minière à des régimes amis de la Russie, tels que le Soudan, la République centrafricaine, la Libye et le Mali. L'armée de Poutine, qui coûte des milliards de dollars, est largement considérée comme un mandataire du gouvernement russe, lui permettant de nier de manière plausible ses opérations militaires à l'étranger et de dissimuler les véritables victimes des interventions de la Russie à l'étranger. En fait, Poutine lui-même a constamment réfuté toute association entre l'État russe et Wagner dans un premier temps, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une société militaire privée. Cependant, le groupe a reçu des fonds, des équipements et des renseignements de l'État russe et a souvent coordonné ses activités avec celles des forces armées russes. Dans le domaine des entités militaires privées, le groupe Wagner peut donner l'impression d'être une entreprise normale, mais comme nous l'avons déjà mentionné, ses racines et ses actions sont liées aux agences militaires et de renseignement de la Russie. Cela explique peut-être pourquoi le gouvernement russe a reconnu les avantages stratégiques de l'utilisation de Wagner et d'autres sociétés similaires comme outils secrets pour étendre son influence mondiale tout en gardant les unités militaires de l'État dans l'ombre. Il est donc essentiel de comprendre que Wagner doit être considéré comme une extension par procuration de l'État russe, plutôt que comme une entreprise indépendante faisant ouvertement la publicité de ses services sur le marché. Il est intéressant de noter que le statut juridique des sociétés militaires privées en Russie n'est pas très clair, mais qu'il tend vers l'illégalité. Cela vaut également pour Wagner. L'existence de nombreuses sociétés militaires privées comme le groupe Wagner en Russie, ouvertement impliquées dans des activités, y compris l'assistance au président, soulève donc des questions sur le cadre juridique du pays. Mais il est facile de comprendre pourquoi cela est possible, car il existe des lacunes notables dans le système juridique russe. Alors que le code pénal russe interdit expressément aux individus de servir de mercenaires, les entreprises publiques disposent d'une latitude considérable pour maintenir leurs forces armées et leurs unités de sécurité privées. Cette situation, associée au réseau complexe de sous-traitants souvent en jeu, permet aux citoyens russes de travailler pour des sociétés militaires privées, en dépit de l'interdiction apparente. Un autre moyen de contournement notable consiste à enregistrer ces sociétés à l'étranger, ce qui permet aux autorités russes d'ignorer les activités de ces entités militaires privées trompeusement étrangères. Cependant, le groupe Wagner n'est pas officiellement enregistré ni en Russie, ni dans aucune autre juridiction. En fait,
D'un point de vue juridique, la société n'a pas d'existence formelle et le gouvernement russe ne la reconnaît pas non plus officiellement. En outre, en décembre 2018, lorsque Vladimir Poutine a évoqué la présence de la société militaire privée de Wagner en Ukraine, en Syrie et dans d'autres régions, il s'est contenté de souligner l'importance de respecter les limites légales. Le président russe a également déclaré que si le groupe Wagner se trouvait en infraction avec la loi, le bureau du procureur général russe évaluerait la situation d'un point de vue juridique. Toutefois, M. Poutine a également souligné que si le groupe n'enfreignait pas la loi russe, il avait le droit de mener ses activités et de promouvoir ses intérêts commerciaux à l'échelle internationale. Ainsi, conformément à la stratégie d'ambiguïté délibérée, l'État russe ne se contente pas de tolérer les activités du groupe, il les soutient souvent activement. Cette dynamique a largement contribué à l'influence et au pouvoir considérable du groupe Wagner, qui devrait compter 50 000 personnes à la fin de l'année 2022. N'oublions pas d'ajouter qu'en l'espace d'une seule année, c'est-à-dire de mai 2022 à mai 2023, l'État russe a versé au groupe la somme stupéfiante de plus de 86 milliards de roubles russes, ce qui équivaut à environ 1 milliard de dollars. Lors de l'annexion de la Crimée par la Russie, qui a conduit à la naissance de l'armée à 1 milliard de dollars, les troupes Wagner, conjointement avec les soldats conventionnels, ont été surnommées les gens polis, en raison de leur comportement particulièrement bien élevé. Elles portèrent souvent des armes à feu non chargées et évitaient généralement de s'impliquer dans les affaires civiles. Un autre surnom qui a fait son chemin est celui de « petits hommes verts », dérivé de leur apparence masquée, de leurs uniformes d'armée verts non marqués et du mystère initial entourant leurs origines. Dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine, il ne fait aucun doute que Wagner est un acteur important. Des rapports indiquent également que le groupe a participé à des activités telles que l'assassinat de dirigeants ukrainiens ainsi qu'à d'autres tâches. Selon le Times, à la fin du mois de janvier 2022, le groupe Wagner a transporté plus de 400 entrepreneurs depuis la République centrafricaine pour une mission visant le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des représentants du gouvernement. L'objectif présumé était d'ouvrir la voie à la Russie pour qu'elle prenne le contrôle en vue de l'invasion de l'Ukraine qui a débuté le 24 février 2022. Le 3 mars de la même année, le président Zelensky avait réussi à échapper à 3 tentatives d'assassinat, dont 2 auraient été liées au groupe Wagner. Une autre facette intrigante est le recrutement de prisonniers russes pour rejoindre les lignes de front. En décembre 2022, John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale des États-Unis pour les communications stratégiques, a affirmé que la présence de Wagner en Ukraine comprenait une force de 50 000 combattants, dont 10 000 contractuels et 40 000 condamnés. Le groupe s'est également chargé de la formation des militaires russes destinés à la ligne de front. Quant aux prisonniers recrutés, ils se voient offrir une prime de 100 000 ou 200 000 roubles russes, ainsi que 6 mois d'amnistie en échange de leur service volontaire. Et, dans le cas malheureux où ils mourraient pendant la guerre, leurs proches se voyaient promettre une indemnité de 5 millions de roubles. Le groupe Wagner, ou plus précisément les anciens détenus, a été la principale force d'assaut employée par la Russie pendant la bataille de Bakhmout. Selon des soldats ukrainiens et d'anciens prisonniers de guerre, l'utilisation de détenus recrutés à Bakhmout a suivi une stratégie distincte. Ces condamnés, équipés de manière inadéquate et n'ayant reçu qu'une brève formation, étaient essentiellement utilisés comme appâts. Ou, dans ce cas, d'appâts humains. Leur rôle était d'attirer et d'exposer les soldats ukrainiens, les rendant vulnérables aux assauts d'unités plus aguerries ou de l'artillerie. Il n'est pas étonnant que les États-Unis estiment que 90% des combattants de Wagner tués entre décembre 2022 et la mi-février 2023 étaient des condamnés. Compte tenu de la présence et des activités du groupe Wagner dans le monde entier, l'armée privée a dû faire face à des critiques et à beaucoup de ressentiments. Par exemple, des agents du groupe Wagner ont été accusés d'avoir commis des infractions graves, telles que des crimes de guerre, englobant des actes tels que le meurtre, la torture, le viol et le vol de civils. En outre, les accusations portent sur la torture et l'exécution d'individus accusés de désertion. En outre, en réponse aux activités du groupe Wagner, plusieurs pays et organisations ont imposé des sanctions à Prigojine, au groupe Wagner et à leurs affiliés. L'une de ces nombreuses sanctions a été prise en 2019 par les États-Unis à l'encontre de Prigojine et du groupe Wagner, en raison de leur rôle dans diverses affaires internationales. Il s'agit notamment de leur implication dans l'ingérence russe lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, ainsi que de leurs opérations en Syrie et en Ukraine. Le gouvernement américain a également offert une récompense pouvant aller jusqu'à 250 000 $ pour toute information pouvant mener à l'arrestation de Prigojine. En 2020, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont également suivi le mouvement en imposant des sanctions à Prigojine. Cette fois, les mesures étaient liées à son soutien financier aux activités du groupe Wagner en Libye.
En outre, l'UE a étendu les sanctions à une agence de presse dirigée par Prigojine, Eria Fan, en réponse à son rôle dans la diffusion de la désinformation et de la propagande sur le continent africain. En 2022, le Canada, l'Australie, le Japon, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne ont étendu leurs sanctions à l'encontre de l'oligarque russe en ciblant son implication dans l'invasion russe de l'Ukraine. Cette décision a été motivée par la participation active du groupe Wagner aux côtés des séparatistes pro-russes dans le conflit. Parallèlement, les États-Unis ont adopté une position plus large en imposant des sanctions à d'autres personnes et entités liées au groupe Wagner et à son réseau de soutien. Ces sanctions englobent les entités russes liées à la défense et celles chargées d'administrer les régions occupées par la Russie en Ukraine. Au début de l'année 2023, des rapports font état d'une collaboration entre les États-Unis, l'Égypte et les Émirats arabes unis visant à persuader les dirigeants militaires du Soudan et de la Libye de mettre fin à leurs liens avec le groupe Wagner et d'assurer l'expulsion de ce dernier de ces pays. Il convient de noter que le groupe Wagner avait auparavant apporté son soutien aux alliés des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite au Soudan et en Libye. Toutefois, certains experts ont mis en doute l'efficacité de ces sanctions, car Prigojine et le groupe Wagner ont continué à opérer dans divers pays, malgré les pressions. Jusqu'au 19 juillet 2023, date à laquelle, dans un revirement inattendu, Prigojine, le chef de l'armée milliardaire de Vladimir Poutine, a déclaré que le groupe Wagner cesserait de participer aux opérations de combat en Ukraine. Et ce n'est pas tout. Il y a également eu une rébellion. Il est donc normal de se poser des questions. Comment une personne aussi importante pour l'agenda de Poutine a-t-elle fini par représenter la plus grande menace pour son autorité? La réponse à cette question est multiple, en partie à cause de notre connaissance limitée des événements en Russie, et aussi parce que la politique russe est réputée pour sa complexité et ses subtilités. Néanmoins, tout se résume à une réponse très simple. Une loyauté inestimable et des mutineries coûteuses. Depuis plusieurs mois, Prigojine est engagé dans une lutte de pouvoir avec les hauts responsables militaires, qu'il tient pour responsables des pertes subies par ses troupes dans l'est de l'Ukraine. Il a souvent affirmé qu'ils avaient mal équipé son armée privée, qu'ils avaient entravé les progrès par une bureaucratie excessive et qu'ils s'étaient indûment attribué les victoires de Wagner. Bien que Prigojine ait déjà exprimé son soutien à l'invasion russe de l'Ukraine, il a ouvertement exprimé sa désapprobation à l'égard du ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, et du chef d'état-major général, Valery Gerasimov. Il les a également tenus pour responsables des déficiences militaires de la Russie et les a accusés de céder des territoires russes à l'Ukraine. Cependant, le 23 juin 2023, il semble que la frustration de Prigojine ait atteint son paroxysme, puisqu'il a accusé les dirigeants militaires de Moscou d'avoir autorisé des frappes aériennes sur les camps de Wagner, entraînant la mort d'un nombre important de ses forces. Cette information est apparue lorsque Prigojine a partagé une vidéo qui circulait déjà sur les canaux Telegram affiliés à Wagner. Cette vidéo est censée montrer les conséquences d'un tir de missile sur un camp de l'arrière-garde de Wagner. Prigojine a pointé du doigt le ministère russe de la Défense, également connu sous le nom de MOD, en affirmant que c'est lui qui avait effectué la frappe, entraînant la mort de 2000 de ses combattants. Par ailleurs, dans une vidéo publiée le même jour, M. Prigojine a remis en question le récit officiel de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces affirmations sont centrées sur la conviction que l'invasion a principalement servi les intérêts des élites russes. M. Prigojine a accusé le ministère de la Défense d'avoir orchestré une présentation trompeuse de l'Ukraine comme un acteur agressif et hostile, de mèche avec l'OTAN, qui complotait pour attaquer les intérêts russes. L'un de ses principaux arguments est la négation de toute escalade ukrainienne avant le 24 février 2022, pilier central de la justification de la guerre par la Russie. Pour ajouter à la controverse, le chef de Wagner a affirmé que le commandement militaire russe avait délibérément caché l'ampleur réelle des pertes subies en Ukraine. Selon lui, les pertes ont atteint le chiffre stupéfiant de 1000 soldats certains jours. Prigojine ne s'est pas arrêté là. Il a également affirmé que des personnalités telles que le ministre de la Défense Shoïgu et de puissants oligarques avaient des motivations personnelles pour déclencher la guerre. En réponse, le ministère de la Défense a toutefois réfuté ces allégations d'attaque des camps arrière de Wagner. L'Institut pour l'étude de la guerre n'a pas non plus été en mesure de vérifier l'authenticité de la vidéo, ce qui soulève la possibilité qu'elle ait été créée à des fins d'information. Mais Prigojine ne plaisantait pas avec ces accusations. Dans un message publié sur la chaîne Telegram de son service de presse, M. Prigojine a annoncé le début d'un conflit armé contre le ministère de la Défense. Il a également lancé un appel aux personnes désireuses de se joindre à ce conflit contre le ministère, affirmant que la rébellion était une réponse à ce qu'il percevait comme une attaque contre ses hommes. Aux premières heures du 24 juin, les forces de Wagner ont pénétré dans l'oblast russe de Rostov depuis Luhansk. De manière surprenante, elles n'ont pas rencontré d'opposition immédiate,
et ont rapidement pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don. Auparavant, Prigojine avait affirmé que Shoigu avait fui Rostov-sur-le-Don d'une manière qu'il qualifiait de lâche la veille au soir, à 9h. Leur avancée s'est étendue jusqu'au quartier général du district militaire sud, où ils ont établi un périmètre de sécurité dans les rues avoisinantes. Entre-temps, l'Agence de sécurité nationale russe, le FSB, a annoncé qu'elle avait déposé des accusations criminelles contre Prigojine et qu'elle cherchait activement à l'arrêter. Prigojine, quant à lui, a répliqué en affirmant que les mercenaires de Wagner étaient entrés dans Rostov sans rencontrer d'opposition. Il semblerait donc que les milliards de dollars ne suffisent pas à acheter la loyauté d'une armée, car la rébellion a constitué le plus grand défi pour le long mandat de Poutine. Il s'agit également de la crise sécuritaire la plus grave qu'ait connue la Russie depuis son accession au pouvoir à la fin de l'année 1999. Du jour au lendemain, le Kremlin a confirmé que des mesures étaient prises en réponse à la mutinerie. Cependant, après la prise de Rostov-sur-le-Don, un important convoi de forces Wagner s'est mis en route vers Moscou sous le commandement de Prigojine depuis Rostov-sur-le-Don. Ce formidable rassemblement comprenait des milliers de soldats, ainsi que des chars, des véhicules blindés, de l'armement anti-aérien et des camions civils. Il y avait cependant beaucoup de disparités concernant le nombre d'hommes dans les troupes. Selon une source ayant des liens avec la direction de la République populaire de Donetsk, le convoi en route pour Moscou comprenait environ 5000 combattants, prétendument sous la direction du commandant principal de Wagner, Dmitri Utkin. Dans une estimation séparée, les services de renseignement britanniques ont suggéré que la rébellion impliquait jusqu'à 8000 combattants de Wagner. D'un autre côté, la revendication de Prigojine dépeint une image beaucoup plus large, affirmant que les rebelles comptent un nombre redoutable de 25 000 combattants. Quel que soit leur nombre, les rebelles ont été en mesure de repousser les frappes aériennes de l'armée russe, qui n'ont pas entravé la progression du convoi. Pendant ce temps, des défenses terrestres étaient stratégiquement positionnées le long de la route menant à Moscou. Cependant, avant que les forces de Wagner n'atteignent ces défenses, le président biélorusse Alexander Loukachenko a négocié une résolution avec Prigojine. En vertu de cet accord, qui prévoyait que les combattants de Wagner cessent leur progression et retournent à leur base, en échange d'une garantie de leur sécurité, Prigojine a consenti à mettre fin à la rébellion. En conséquence, le 24 juin en fin de soirée, les forces Wagner font demi-tour et celles qui sont restées à Rostov-sur-le-Don se retirent immédiatement. Cependant, le service fédéral de sécurité effectue une perquisition au quartier général de Wagner à Saint-Pétersbourg. Les rapports des médias russes, bien que non vérifiés, indiquent la découverte de boîtes en carton contenant 4 milliards de roubles russes, soit l'équivalent d'environ 47 millions de dollars, à proximité du bureau. En plus de cette importante découverte, des dollars américains, des armes de poing et des lingots d'or auraient été saisis. Prigojine a cependant affirmé que ces fonds étaient destinés au salaire des employés, à l'indemnisation des familles des combattants de Wagner décédés et à diverses autres dépenses de l'entreprise. Rappelons que les activités du groupe Wagner s'étendaient à l'Afrique et même aux États-Unis. Le 24 juin, Vladimir Poutine a prononcé un discours national dans lequel il a condamné les actions de Wagner en les qualifiant de trahison. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une punition sévère, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré que les charges retenues contre Prigojine seraient retirées et que Prigojine serait extradé vers la Biélorussie. Bien que Prigojine ait maintenu son affirmation selon laquelle son objectif principal n'était pas de renverser Vladimir Poutine, mais de démettre de leurs fonctions le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, et le commandant de toutes les forces russes en Ukraine, Valery Gerasimov, la décision de Poutine était en effet surprenante, compte tenu de la réputation du Kremlin d'être impitoyable. Certains ont même émis l'hypothèse que cette décision était peut-être une stratégie délibérée du président Poutine pour attirer davantage de traîtres potentiels en faisant preuve d'indulgence. Toutefois, après la marche de la rébellion, Prigojine s'est visiblement retiré de la scène publique. C'est peut-être la raison pour laquelle sa réapparition et ses activités ultérieures en ont laissé plus d'un perplexe, alors qu'il apparaissait lors d'événements tels que le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, auquel assistait M. Poutine. En outre, malgré les informations faisant état de la dissolution de ses actifs dans les médias, il est resté en Russie. Le chef de Wagner a également poursuivi ses activités. Bien qu'il ait déclaré que le groupe ne participerait plus à la guerre en Ukraine, il s'est concentré sur la formation de soldats au Bélarus et sur le maintien de ses activités en Afrique. Cette situation a perduré jusqu'au 23 août, date à laquelle un tragique accident d'avion a coûté la vie à Prigojine et à 9 autres dirigeants de Wagner, dont le cofondateur de Wagner, Dmitri Utkin. L'accident s'est produit alors que le jet privé de Prigojine était en route de Moscou à Saint-Pétersbourg. La mort des passagers a été confirmée le 27 août, à la suite d'une analyse génétique effectuée sur les restes récupérés dans l'épave.
Mais s'agit-il vraiment d'un accident? Des spéculations et certaines sources émettent des doutes sur l'accident, suggérant qu'il ne s'agit peut-être pas d'un simple accident ou d'une défaillance technique de l'avion. La date de l'incident, qui survient juste un jour avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine, semble plus qu'une coïncidence. En outre, exactement 2 mois plus tôt, le 23 juin 2023, Prigojine avait déclenché sa rébellion. Enfin, fait intéressant, une chaîne Telegram associée à Wagner a affirmé que l'avion avait été abattu par les défenses aériennes russes au-dessus de l'oblast de Tver. L'une des autres théories actuellement à l'étude porte sur l'éventualité d'une bombe placée secrètement à bord de l'avion, comme l'ont rapporté les médias russes. Si la cause exacte de l'explosion reste incertaine, la présence d'une bombe a été considérée comme un facteur potentiel, comme l'a indiqué un responsable américain. Cette affirmation n'a toutefois pas été vérifiée, le Pentagone ayant déclaré qu'il n'y avait pas d'informations à l'appui de cette affirmation. Le Wall Street Journal a également fait référence à l'avis de 3 experts aéronautiques expérimentés. Ces experts, après avoir analysé les preuves visuelles disponibles, ont conclu que rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un tir de missile. Ils ont plutôt évoqué une défaillance structurelle catastrophique comme cause probable. Il va sans dire que les capacités de réseautage et le leadership de Prigojine ont joué un rôle crucial dans le maintien du groupe jusqu'à présent. C'est pourquoi de nombreux experts estiment que la mort de Prigojine pourrait bien marquer la fin de l'armée milliardaire de Poutine. Bien qu'il y ait eu des spéculations sur des successeurs potentiels qui pourraient obtenir l'approbation du Kremlin, la probabilité que l'un d'entre eux prenne effectivement la place de Prigojine reste incertaine. Toutefois, s'il s'agit bien d'un acte de représailles calculé de la part de l'État russe, cela soulève des questions quant au calendrier. Pourquoi avoir attendu 2 mois avant d'agir? Par ailleurs, si les rumeurs sont fondées, on peut supposer que l'accident d'avion était une attaque méticuleusement orchestrée, une forme de rétribution pour la mutinerie de Prigojine. Que pensez-vous du système de garde du corps de Vladimir Poutine? Que pensez-vous de la mort du chef du groupe Wagner? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Pour d'autres vidéos captivantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes actuellement affichées sur votre écran.